Bonsoir Christelle. Bonsoir Top. Alors, nous sommes arrivés au site rep numéro 153, nous sommes le 17 août, et comme nous avions craint la semaine dernière déjà, comme on l'avait constaté d'ailleurs déjà, la situation s'aggrave, le nombre de violations est en progression très nette, donc le cessez-le-feu, je crois qu'on peut l'oublier. Reste que on aura une idée très précise de la responsabilité de Zelensky le 10 septembre prochain quand la Rada sera en service, parce que là on pourra dire, si ça continue, c'est que vraiment, il est totalement responsable de ce qui se passe. Bon, je te laisse nous donner le bilan. Hein. Je pense de toute façon que c'est le cas. Hein. Moi, je refuse d'éliminer Zelensky. Mais dans le doute, on va attendre le 10 septembre. Mais là, c'est clair que déjà, c'est une escalade qui prouve qu'il ne fait rien parce qu'il ne s'est pas opposé. Il n'a rien fait pour s'opposer à ça. Quoi. Non, à part des jolis discours. Hein, on n'a rien. Puisque du 10 au 16 août donc 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 64 reprises. Donc, on a plus que doublé par rapport à la semaine passée. Durant lesquelles elle a tiré 24 obus d'artillerie de 122 mm, 91 obus de mortier de 120 et 82, donc là on est à presque 4 fois le score de la semaine passée, 6 obus de char d'assaut, un missile anti-char, et si on rajoute tout le reste, hein, donc munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, lance-grenades, armes légères, etc., on arrive à un total de 460 munitions, donc plus de 4 fois le score de la semaine passée. C'est ce qui s'appelle une belle escalade. Ouais. Voilà. Et puis, rien que pour les dernières 24 heures, on a eu 14 violations et 113 munitions tirées, dont 24 obus de mortier de 120 et 82 mm. Je pense que ça parle de lui-même sur ce que vaut le cessez-le-feu. Ah oui. Je pense que je n'ai besoin d'en dire plus. Le bilan est à l'avenant, hein, puisque les tirs de cette semaine ont tué 3 soldats, en ont blessé un, et un civil a été blessé. Il a été blessé à Zaïtsevo. On montrera des photos qui ont été prises chez lui et puis à l'hôpital. Hein. Ils l'ont pas loupé. Donc c'est le tir de missile anti-char qui a fait ça. Il était dans son jardin, le monsieur, et il s'est pris des éclats, il s'en est pris un peu partout. Hein. Vous verrez les photos. Hein. On voit la taille des éclats, on se rend compte que ça peut tuer, ou en tout cas ça peut gravement blesser à des distances. Et on le voit, il y a même une photo d'une radio où on voit les éclats à l'intérieur. Hein. Vous voyez que ça pénètre bien. Hein. Ça n'a pas besoin d'être très gros et ça charcute bien, hein, parce qu'il a quand même perdu pas mal de sang. Hein. On le voit sur une des photos, il y a une bonne dose de sang par terre quand même, je veux dire. Quelqu'un peut en mourir, il suffit qu'un petit éclat arrache une artère et c'est fini. Hein. Un des éclats a touché une artère, c'est ce qu'a dit le représentant de la RPD au sein du CCCC. Un des éclats a touché une artère, donc au niveau du bras. C'est pour ça qu'il a perdu autant de sang à cet endroit-là. Heureusement, il a tout de suite comprimé la plaie, donc ça a évité une catastrophe. Mais oui, il y en a un qui a touché une artère dans le bras, donc c'était quand même sérieux, quoi. Donc voilà, là on a quand même un bilan où on recommence à avoir des civils blessés. On a quand même 3 soldats tués, quand même, c'est pas négligeable. De nouveau, l'armée ukrainienne a aussi pris pour cible les équipes de réparation de la Krutaya Balka. Donc un peu au nord de Yassinovataya. C'est déjà la 2e semaine de suite, hein, quand même. C'est réparateur de ligne électrique. Oui, il faut savoir que ce village, l'armée ukrainienne passe son temps à tirer sur le transformateur électrique du village. Ouais. Donc forcément, il y a besoin fréquemment de réparer. D'accord. Et donc, je rappelle que normalement, pour tout ce genre d'opérations de réparation sur la ligne de front, il y a une trêve spéciale, locale, qui est conclue. Ouais. Oui, bon, enfin, pour éviter justement, voilà, donc déjà qu'ils ne respectent pas la trêve globale, mais la trêve locale non plus. Voilà, donc ça vous dit bien ce que vaut la parole tant des autorités que des soldats ukrainiens. Hein. Je dis ça, je dis rien. De nouveau, cette semaine, hein, l'OSCE n'a pas pu faire son travail. L'armée ukrainienne cherche à cacher toutes les armes lourdes qui sont près de la ligne de front en violation des accords de Minsk. Donc, résultat des courses, on continue. Brouillage des drones de l'OSCE. Ouais, On montrera une petite carte, les gens pourront voir.
Alors là, c'est beaucoup plus que la semaine passée. Là, la dernière fois, on avait 2 ou 3 fois, je crois. Là, on en a eu quand même à Avdiivka, Stepanovka, Novosolovska, Pokrovski, Tchermalik et Ivanopoli, entre autres. En plus, dans 3 des cas, en plus de brouiller les signaux, de nouveau, ils ont tiré vers les drones. Entre autres près de Gnutovo, Talakovka et Parasko-Veyevka. À chaque fois, l'OSCE a bien entendu dû faire atterrir le drone en urgence pour éviter de le perdre. Donc je remercie les observateurs de l'OSCE de se soucier des impôts des contribuables européens. Ouais. Hein, et de tout faire pour sauver le matériel qui coûte quand même une bonne blinde. Oui, bah, plusieurs. Bon, ça dépend, ils ont plusieurs types de drones, mais les gros, par exemple, c'est quand même 400 000 €, quoi, je rappelle. Ça fait cher la bagatelle, quoi. Ouais, ça fait une jolie maison. Ouais. Même plusieurs, même. Alors, le gros on a eu aussi plusieurs dizaines de bâtiments endommagés. Le plus gros a eu lieu dans les jours autour du 12 août. Entre autres le 12 août au matin lui-même, puisque l'armée ukrainienne a ouvert le feu ce jour-là sur le village d'Oktyabre. C'est là qu'ils ont tiré à coups d'artillerie de 122 mm. Mais aussi d'obus de mortier de 120 et 82, et ils ont fait tout le panel. Ils ont quand même réussi à endommager 12 bâtiments civils, tous. Oui, forcément. Habitation, dépendance et un magasin. Ouais. Je rappelle quand même que le nouveau cessez-le-feu est rentré en vigueur il y a à peine 3 semaines, hein, quand même. Ouais, mais comme toujours, hein. Voilà, on constate. Voilà. On constate que ça tire pas longtemps, hein, et qu'il recommence déjà à intensifier. Donc l'armée ukrainienne recommence à intensifier ses bombardements contre la RPD et ses habitants. Vous avez déjà vu le bilan de la semaine complète, et rien que du 9 au 12 août, les forces armées ukrainiennes ont tiré sur le territoire de la RPD près de 2 fois le nombre de munitions tirées pendant la semaine précédente. Déjà en 3 jours, on avait déjà le double de la semaine d'avant. Donc déjà ça, j'avais déjà compris que le bilan de la semaine serait pas bon. Ouais, et puis ils ont bien intensifié les tirs sur les zones résidentielles. Parce que je rappelle, la semaine passée, on était quand même à 3 habitations touchées. Et rien que du 9 au 12 août, là on a été déjà à 21 bâtiments civils. Hein, je veux dire, ils ont de nouveau tiré sur l'école numéro 30 à Gorlovka. C'est la 2e fois ce mois-ci quand même. Hein. Ouais, c'était déjà pas un hasard, hein. C'est pas fortuit, ouais. C'était pas fortuit, mais là, bon, bah... Voilà, donc ils avaient déjà tiré dessus le 5 août, et ben le 11 août à 20h30, ils ont remis le couvert à la mitrailleuse lourde. Ah bah, et donc ils ont endommagé l'école numéro 30 et puis 4 habitations. Hein. Le même jour à 22h30, c'est sur Vassilievka qu'ils se sont acharnés à coups de lance-grenades automatiques. Sur les 29 grenades tirées, plusieurs ont endommagé les toits de 2 bâtiments civils, une habitation et une dépendance. Mais alors là où ils sont bien déchaînés, comme j'ai dit, c'est le 12 août. Alors là, 5h55 du matin, réveil en fanfare. Avec donc les forces armées ukrainiennes qui ont bombardé Oktyabre, donc c'est dans le sud de la République. C'est d'ailleurs un des points de passage de la ligne de front entre la RPD et l'Ukraine. Ah. Ouais. Voilà, et donc là ils ont... alors d'abord les membres, les représentants de la RPD au sein du CCCC ont cru que c'était que des obus de mortier, mais en fait une fois qu'ils se sont rendus sur place, ils se sont rendus compte que non, ils avaient bien tiré avec du mortier, mais pas que, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait de l'artillerie de 122 mm. On montrera des jolies photos des cratères, c'est sympa. Il y en a qui font une belle taille, et là tu vois que c'est de l'artillerie. Ouais. Dans le mortier ne fait pas des trous comme ça. Hein. Oui, le mortier éclate en surface, il projette des morceaux, des éclats très tranchants un peu partout. Voilà. C'est une arme anti-infanterie. Je veux dire, à un moment, il y a une photo d'ailleurs où on voit un cratère dans de l'asphalte, donc le truc est tombé sur une rue. Je veux dire, vous voyez le trou.
Non. Moi, chaque fois que j'ai vu des mortiers atterrir sur l'asphalte, ça te fait des grosses éraflures, on va dire, un mini cratère dessus, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, c'est rare que ça te fasse un trou comme ça, quoi. Et là, dans un champ, un autre cratère qu'on montrera aussi, tu vois clairement, c'est de l'artillerie. Et puis bon, quand ils ont récupéré les éclats, ils se sont rendus compte que, entre autres, il n'y avait pas la queue du mortier qui elle généralement reste intacte, donc avec les ailerons, donc ça c'est assez facile à identifier. Donc là ils se sont bien rendus compte que c'était bien de l'artillerie de 122 utilisée pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du nouveau cessez-le-feu d'ailleurs. Les dégâts provoqués par cette utilisation entre autres de l'artillerie sont impressionnants. On montrera les photos de 2 habitations qui ont reçu un impact direct. Elles ont été complètement détruites, soufflées, à souffler, il n'y a plus de toit. C'est du 122, hein. Il y a du 152 de temps en temps qui tombe, hein. Enfin, pas depuis un petit moment, mais non, déjà du 122, vous voyez les dégâts, vous allez voir les maisons, il n'y a plus de toit, il n'y a plus que les murs, quoi. Voilà. C'est énorme, hein. Il y a eu un magasin, on montrera la photo aussi, hein, donc on voit encore le drapeau de l'RPD dans le fond, et puis toute la devanture, il y a plus rien, quoi. Et puis les 9 autres bâtiments ont été touchés à divers degrés de gravité, hein, donc il y en a qui sont pris on essaie du mortier sur le toit. Donc là, le truc a pas été totalement soufflé, mais le toit a été endommagé. Alors, il y a eu 2-3 dépendances dont les toits ont bien morflé aussi, peut-être du mortier de 120. Il y a eu aussi des gazoducs et des lignes électriques qui ont été endommagés. Heureusement, il n'y avait pas eu de victimes civiles ce jour-là. Mais bon, les nombreux cratères ne laissent aucun doute sur l'origine des tirs qui venaient clairement des positions de l'armée ukrainienne. Et les soldats ukrainiens savaient très bien sur quoi ils tiraient, puisque leur tir était corrigé à l'aide d'un drone qui a été abattu par les soldats de l'RPD. Bah tiens. Voilà. Donc on continue avec les drones. C'est le deuxième d'ailleurs qui avait été abattu en 2 jours. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, ça pour moi, c'est un des nombreux mauvais signes qui s'accumulent. L'autre mauvais signe, ça a été le rapprochement continu des positions de l'armée ukrainienne de la station d'épuration de Donetsk. On montrera une petite carte qui a été fournie par le CCCC. Là, les nouvelles positions installées par les soldats ukrainiens ne sont plus qu'à 200 mètres. Parce que je rappelle quand même une infrastructure vitale qui a déjà été la cible des tirs de l'armée ukrainienne à de nombreuses reprises. Moi, ça me rassure pas du tout. Voilà. Et c'est des positions genre renforcées. Hein. Ils installent des bunkers, des trucs comme ça, donc des blindages. Ça, c'est extrêmement dangereux, quoi. Je veux dire, c'est clair que c'est des positions sur lesquelles nos gars pourront pas tirer parce que la proximité avec la station c'est pas possible, quoi. Je veux dire, ce serait trop dangereux, quoi. Mais bon, en tout cas, ça montre que j'avais encore une fois raison quand je disais que le nouveau cessez-le-feu durerait pas plus et serait pas plus efficace que les précédents. J'en ai marre. Je vais demander à devoir changer de prénom pour m'appeler Cassandre. J'en ai ras-le-bol. J'en ai marre d'avoir raison. J'aimerais bien avoir tort, hein, sur ce genre de truc. C'est tout le problème, c'est l'identité du sponsor qui est derrière, avec ses méthodes habituelles. On peut malheureusement pas avoir d'autres conclusions que celles que tu as, toi, que ça va continuer et qui vont aggraver la situation, parce que les Américains veulent absolument s'en prendre à la Russie, et ils le font à travers le Donbass. Et voilà, hein, c'est tout. D'ailleurs, puisqu'on parle de sponsors, ça se reflète aussi dans une autre nouvelle, puisque on a eu donc des confirmations d'un certain nombre d'informations que j'avais déjà dévoilées depuis un petit moment, à savoir qu'on a un joli petit cycle de terroristes entre la Syrie et l'Ukraine. Je rappelle que déjà, nous ça fait déjà 3 ans hein, qu'on tire la sonnette d'alarme, entre autres sur le fait que les radicaux islamistes se battent aux côtés des bataillons nationalistes dans le Donbass. Déjà à l'été 2015, il y avait quand même le New York Times qui avait sorti un article là-dessus, hein, sur tous ces bataillons nationalistes nationalistes, même néo-nazis, qui accueillent donc des terroristes islamistes. Donc ça avait quand même déjà porté un petit coup à la réputation de ces bataillons spéciaux. 2 ans plus tard, je rappelle que la Chambre des représentants des États-Unis avait adopté des amendements pour interdire la fourniture entre autres de manpads en Irak, mais aussi en Ukraine, particulièrement au bataillon Azov, que
des politiciens américains avaient très justement qualifié de bataillon néo-nazi. Et bon, tout ça semblait une espèce d'opération de whitewashing pour faire genre on n'est pas impliqué dans la guerre du Donbass, etc. Parce que dans le même temps, on avait quand même des informations sur l'arrivée de terroristes venant du Moyen-Orient qui se rendaient en Ukraine et avec leurs instructeurs étrangers aussi. Ouais. Instructeurs de l'OTAN qui ont formé côté ukrainien des saboteurs et des espions, d'abord de manière plus ou moins obscure, et puis après c'est devenu carrément en mode totalement ouvert. Mais ça fonctionnait aussi dans l'autre sens, parce que non seulement donc, ces mecs sont venus pour former les Ukrainiens, mais ils en ont aussi profité pour former des groupes de combattants pour l'État islamique et pour des groupes d'opposition hors système en Syrie. Hein, donc c'est les fameux camps de la région de Kherson dont j'avais déjà parlé il y a 2 ans, je crois, où des jeunes radicaux tatars de Crimée ont été formés pour ensuite partir combattre en Irak et en Syrie. Et puis, à leur tour, donc, tous ces combattants expérimentés issus du Moyen-Orient, eux se sont répandus dans toute l'Europe à travers le territoire de l'Ukraine et ont même réussi à atteindre la Russie. Hein, donc on a une espèce de cycle de terroristes. Tu vois, ça va dans un sens puis dans l'autre, dans un sens puis dans l'autre. Ça circule dans les deux sens. Tu vois, c'est quand même extraordinaire. Puis ça a été aidé par le fait que tout ce petit groupe terroriste international a été légalisé grâce à l'aide du SBU, qui leur a fourni des passeports ukrainiens. Donc avec ça, ils passent les frontières comme dans du beurre. Et puis les combattants ukrainiens qui ont été entraînés par les instructeurs américains et qui partent ensuite combattre dans le Moyen-Orient, eux aussi reçoivent des documents grâce à l'aide du SBU pour pouvoir rentrer en Syrie. Ensuite, ils vont dans l'un des camps du Sinaï où ils sont transférés dans divers groupes terroristes en Syrie, en Irak, en Afghanistan et en Indonésie. C'est plaque tournante, c'est l'Ukraine. Hein. D'ailleurs, selon le service national des frontières, actuellement en Ukraine, le nombre de membres d'organisations terroristes internationales qui arrivent de Syrie a fortement augmenté. Hein, forcément, ils sont en train de se faire latter la gueule, donc sauf qui peut. Bah oui. Sauf qui peut. Donc il y a eu des activations de filières de transfert des combattants de la région syro-irakienne vers l'Ukraine, et ensuite tous ces terroristes qui arrivent en Turquie et en Ukraine sont envoyés vers des pays tiers. Donc résultat, c'est quand même magnifique, hein, ça, je l'avais dit déjà, hein, que les petits liens entre Ukraine et terroristes islamistes, ça commençait à être un peu dangereux. Et surtout, tu es confirmé par Essar Midani qui absolument est d'accord avec toi par rapport à ça. Il y a un lien très direct entre ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe en Ukraine. Ce que tu soulignes là, ce qu'on devinait depuis plusieurs années, hein, par rapport à des informations qui circulaient, que tu as rendues publiques grâce à tes publications et au CITREP. Et là, c'est une confirmation. Et Essar est tout à fait d'accord avec toi de ce point de vue. Et puis là, on a une nouvelle information, c'est que en fait, là, on assiste à un recrutement massif de combattants ukrainiens pour aller se battre, entre autres à Idlib. D'accord. Donc là, on a des émissaires de tous ces petits groupes terroristes du Moyen-Orient qui sont venus d'urgence chercher des mercenaires en Ukraine. Donc, bon, comme on pouvait s'y attendre, ils ciblent bien sûr les Tatars de Crimée qui sont installés en Ukraine, ceux qui étaient contre la réunification avec la Russie, mais aussi les soldats sous contrat qui combattent côté ukrainien dans le Donbass. Voilà, ils sont désormais la cible aussi. Donc là, maintenant, ils cherchent plus seulement des musulmans, tu vois, ils cherchent juste des mercenaires. Voilà. Alors, pourquoi ils arrivent à recruter aussi facilement ? C'est qu'il y a des gros problèmes de paiement des salaires des combattants dans la zone de l'opération dite des forces interarmées. Hein. Puis l'instabilité de la situation en Ukraine fait que les soldats ukrainiens des bataillons nationalistes cherchent du flouze. Et puis comme on leur promet un très gros salaire pour leur mercenariat, ils se posent pas trop de questions pour savoir pour qui ils vont aller combattre. Ouais, mais là, grosse erreur hein, quand même. Hein. Oui, parce que bon, s'il y a une telle demande pour des mercenaires qui est de plus en plus forte, c'est que les groupes terroristes d'Idlib ont subi d'importantes pertes. Donc là, ils ont pris des petites mesures d'urgence pour reconstituer les effectifs des armées terroristes. Hein. Là, on a même des informations que Jabhat al-Nusra
utilise même les gosses et les personnes âgées. Hein. Oui, bah, oui. En gros, tous les hommes de 15 à 60 ans, en gros, c'est comme la fin du régime nazi, tu vois, quand ils ont été chercher les gosses et les vieux pour aller combattre dans les ruines de Berlin. Absolument. C'est exactement la même. Hein. Bon, bien sûr, tous ces combattants-là, des hommes âgés de 15 à 60 ans comme ça, bah, c'est de la chair à canon. Donc, les terroristes d'Idlib ont besoin de combattants entraînés pour essayer d'encadrer un petit peu tout ça et d'être un petit peu plus efficaces. Donc, comme les terroristes radicaux arabes fuient l'enclave terroriste en grand nombre, et que le nettoyage de la zone d'Idlib par les forces du gouvernement syrien aidées par la Russie, c'est plus qu'une question de temps, tous ces terroristes qui eux sont un peu plus fut que les gars qui utilisent comme chair à canon, eux ils se cassent en Ukraine et puis ils envoient les mercenaires ukrainiens faire le boulot à leur place. Voilà, Pipin. Et puis eux pendant ce temps-là ils vont pouvoir aller s'installer en Europe déguisés en ukrainiens, hein, puisque les SPU leur file des passeports comme on file des petits pains. Par contre, ce qu'ils n'ont pas compris, les mercenaires ukrainiens, c'est que les dollars que vous allez chercher au Moyen-Orient, vous en verrez jamais la couleur. Ah oui, c'est clair. Vous reviendrez jamais en Ukraine, même sous forme de cadavre dans un sac en plastique. Ah oui, parce que, et je te le confirme, là, il y a quelques semaines, l'armée arabe syrienne qui en avait plus que marre d'attendre et d'être bombardée, parce que les radicaux, les islamistes n'arrêtaient pas de les bombarder en plus, hein, alors qu'ils avaient accordé plusieurs cessez-le-feu. Et comme en plus Erdogan a l'air d'avoir décidé de trahir la Russie et sa signature à Sochi, hein, pour aider à désarmer donc là j'ai vu que ça a avancé de nouveau vers Idlib, donc là ils sont dans la merde, hein. Ils sont vraiment dans la merde, donc je vous le dis clairement, si vous partez chercher du pognon en Syrie, la seule chose que vous allez y trouver c'est la mort. Ah oui, là c'est et même votre corps sera même pas rapatrié en Ukraine, hein. Je vous le dis, le pognon vous en verrez jamais à la couleur. Non, les Russes sont fatigués et fâchés. Et là, les islamistes à Idlib, ils en ramassent, hein, je peux dire. J'ai vu quelques images d'Anna, c'est violent. Cette information-là, en tout cas, qui est tombée sur un site qui est généralement très bien informé, ça confirme ce que je dis depuis 3 ans. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on parle de ces liens entre terroristes islamistes qui combattent en Syrie et les forces armées ukrainiennes, de la présence de ces terroristes islamistes au sein des bataillons dits nationalistes, mais qui sont plutôt des trucs néo-nazis, hein, qui combattent côté ukrainien dans le Donbass. Donc là, je rappelle que l'année dernière, c'était quand même un article du Times, hein, qui avait pointé ces liaisons dangereuses avec la présence entre autres de Tchétchènes qui étaient partis s'entraîner au sein de camps de l'État islamique et qui avaient atterri dans le régiment Azov, si je te dis pas de bêtises. C'est pas vraiment un organe de propagande du Kremlin, le Times, hein. Je rappelle aussi que les soldats ukrainiens utilisent les mêmes techniques terroristes que les terroristes de Syrie, comme les petits drones largueurs d'engins explosifs. Et puis pour tous ceux qui me disent oui, mais on s'en fout parce que ça se passe loin, je rappelle que les Ukrainiens bénéficient désormais d'un régime sans visa qui leur permet de se rendre au sein de l'Union européenne de manière simplifiée. Ce qui veut dire que grâce à tous ces petits passeports ukrainiens qu'ils ont obtenus grâce au SBU, tous ces petits terroristes islamistes exfiltrés d'Irak et de Syrie vont pouvoir se trimballer tranquillement en Europe. Est-ce que je dois vous rappeler la news que j'ai divulguée le mois dernier sur la police italienne qui avait arrêté des néo-nazis, hein, italiens liés à des bataillons spéciaux ukrainiens en possession de nombreuses armes, dont un missile RR qui avait transité par le Qatar. Le Qatar qui est aussi un bon sponsor de tous les petits terroristes qui œuvrent au Moyen-Orient. Bah oui. Hein? Et puis ces mêmes bataillons néo-nazis qui eux-mêmes accueillent des terroristes islamistes dans leur rang dans le Donbass. Vous commencez à le voir un peu le lien que ça commence à faire? Si ces bataillons néo-nazis arrivent à faire circuler des armes, y compris un missile RR au sein de l'Union européenne, est-ce que vous pouvez imaginer juste 2 secondes ce qui va en être avec ces terroristes islamistes qui combattent à leur côté dans le Donbass et qui peuvent comme eux profiter du régime sans visa avec l'Union européenne? Vous la sentez venir la catastrophe ou pas? Non, parce qu'à force de fermer les yeux sur ce qui se passe en Ukraine, moi je vous le dis, en Europe, vous allez vous réveiller un matin avec la gueule de bois. Parce que si ces terroristes islamistes exfiltrés de Syrie et d'Irak commettent des attentats sur le sol européen qu'ils auront pu atteindre sans problème grâce au charmant petit passeport ukrainien fourni par le SBU, ce jour-là il sera un petit peu tard pour se dire que vous auriez dû être un petit peu plus vigilant et regarder d'un petit peu plus près et avec un petit peu moins de complaisance ce qui se passait à 3000 km de là en Ukraine. Je vous l'aurais dit, et si ça vous fait
pète à la gueule, je vous dirai, je vous l'avais dit. Bah, de toute façon, il y a tous les ingrédients, hein. Ça c'est clair. Ah, là, il y a tous les ingrédients pour une catastrophe terroriste. Là, je vous le dis, voilà. Voilà. Donc, à un moment, il faudrait que tout le monde se réveille et il faut que vous réveillez les gens autour de vous. Je sais bien que c'est dur, hein, je sais que c'est pas facile, mais mettez-leur cette information-là sous la gueule, que ça leur fasse un petit peu électrochoc, parce que là, c'est quand même grave. Vous avez des terroristes islamistes qui sont exfiltrés depuis la Syrie et l'Irak, où ils sont en train de se prendre la peignée de leur beau jour, avec l'aide de l'Ukraine qui leur fournit des passeports avec lesquels ils peuvent entrer en Union Européenne sans visa. Vous commencez à sentir à venir la merde, là, quand même. À un moment, non, ce qui se passe en Ukraine, c'est pas si éloigné que ça, hein. On n'est plus à l'époque des frontières relativement imperméables, entre guillemets, je dis entre guillemets, hein. Non, là, maintenant, on a tout ouvert, hein, avec la zone Schengen et puis le régime sans visa avec l'Ukraine. Et puis, comme l'Union Européenne ne fout pas trop son nez dans ce qui se passe en Ukraine, voilà. Ça devenu le tapis du terrorisme. Oui, mais c'est à se demander si c'est pas tout arrangé, ça. Ça, je sais pas. En haut, simplement, dans les autorités. Parce que c'est le patron américain et que l'Union européenne n'a pas trop envie de se mouiller. Mais à un moment, quand ça va vous péter à la gueule, il sera trop tard pour vous plaindre. Hein. Pour revenir sur une note un peu plus positive, le 12 août, c'était les 5 ans du premier convoi humanitaire de la Fédération de Russie vers le Donbass. C'était le 12 août 2014, premier convoi de 280 véhicules qui transportaient 2000 tonnes d'aide humanitaire, principalement de la nourriture, des médicaments, des biens de première nécessité et des générateurs électriques. 5 ans plus tard, les convois humanitaires se poursuivent, ont déjà livré plus de 77 000 tonnes d'aide humanitaire aux 2 républiques populaires. Le dernier convoi, arrivé le 25 juillet, a livré plus de 140 tonnes de médicaments et de matériel médical à la RPD, portant le total des livraisons de médicaments à la République en 5 ans à plus de 1620 tonnes. Des médicaments qui vont pour tout, hein, obstétrique, traitement des maladies endocriniennes, oncologiques, donc cancer, hein, cardiovasculaire, vasculaire, cérébrovasculaire, antiviraux, antituberculeux, insuline, immunosuppresseurs, analgésiques, des aliments pour enfants, des médicaments généralistes. On a reçu en 5 ans, on a reçu 751 unités de matériel médical, hein, donc, du matériel de réanimation, de chirurgie, d'anesthésie, de laboratoire, de diagnostic, de densitométrie, je vais y arriver, endoscopie, ophtalmologie, radiologie, 38 appareils d'hémodialyse et 15 appareils de diagnostic échographique. Donc c'est une aide qui n'est pas négligeable du tout pour ceux qui disent que la Russie fait rien pour le Donbass. Les autorités de la RPD ont tenu à remercier d'ailleurs la Russie pour cette aide continue sans laquelle de nombreuses personnes seraient mortes de faim ou de maladie, entre autres choses. En 5 ans, la RPD à elle seule a reçu plus de 43 000 tonnes d'aide humanitaire de la part de la Fédération de Russie. Donc sur les 77 000 tonnes, il y en a eu 43 000 qui étaient pour la République populaire de Donetsk. Donc la ministre des Affaires étrangères, Natalia Nikonova, a tenu à remercier la Fédération de Russie. Elle a dit il y a 5 ans, la Fédération de Russie a envoyé le premier convoi humanitaire, la première colonne de camions blancs dans le Donbass, qui est devenu un symbole à part entière de soutien inconditionnel. La Russie a tendu la main à un moment extrêmement difficile pour les républiques, alors que l'Ukraine menait des opérations militaires contre les civils, imposait un blocus économique, humanitaire et des transports, inscrivait dans la loi des restrictions aux droits et libertés et démontrait de toutes les manières possibles son attitude ouvertement hostile envers les habitants du Donbass. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls face à l'ennemi. Les autorités russes soutiennent le Donbass depuis 5 ans en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à restaurer la paix, la tranquillité et la prospérité dans notre pays. Elle a été rejointe par Olena Shishkina, députée de la RPD, qui a rappelé que l'aide de la Russie avait permis d'éviter une catastrophe humanitaire et l'extermination de la population du Donbass. Elle a dit « Nous n'oublierons jamais que dans la période la plus difficile, c'est la Russie qui nous est venue en aide et ne nous a pas laissés dans le pétrin, nous permettant d'éviter une catastrophe humanitaire et l'anéantissement de la population du Donbass », une position qui a été rejointe par le chef de la RPD, Denis Pouchiline, qui a lui aussi tenu à rappeler que ces convois avaient sauvé de nombreuses vies. Il a dit « Notre pays en état de guerre, de blocus économique et des transports imposés par l'Ukraine apprécie au plus haut point l'aide humanitaire fournie par la Fédération de Russie. Bien sûr, les convois humanitaires qui acheminent des médicaments, de la nourriture et des matériaux de construction sur notre territoire ont sauvé de nombreuses vies. Sans cette aide, il n'aurait pas été possible de restaurer de nombreuses installations vitales, de fournir de la nourriture à la population pendant les périodes les plus difficiles du développement de la République et de réparer nos entreprises industrielles. En mon nom personnel et au nom
nom de tous les résidents de la République, j'exprime ma gratitude à la Fédération de Russie pour son aide et sa contribution au développement de notre jeune État. L'importance vitale de ces convois a aussi été soulignée par Vladislav Berdichevski, qui est député et président du comité du Conseil populaire de la RPD pour la politique étrangère, les relations internationales, la politique et les technologies de l'information. Il a comparé les convois de la Fédération de Russie à la route de la vie qui, je le rappelle, alimentait la population assiégée de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, qui permettait à la population assiégée d'obtenir quand même un peu de nourriture, faute de quoi tous les habitants seraient morts de faim. Oui, absolument. En tout cas, depuis 5 ans, ces convois humanitaires sont le symbole de soutien indéfectible de la Russie au Donbass en guerre. En plus de 80 convois, la Fédération de Russie a apporté une aide vitale aux 2 républiques populaires, sauvant de très nombreuses vies, quand l'Ukraine s'acharnait à tuer et asphyxier la population civile d'un territoire qu'elle revendique comme étant à elle, quand même, je le rappelle. C'est juste un petit point de détail comme ça. Voilà, entre un pays qui leur apportait le blocus, les obus et la mort, c'est l'Ukraine, et celui qui leur a apporté de l'aide, soutien et de quoi survivre, la Russie. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi la population du Donbass a choisi le deuxième ? Ça tombe sous le sens. Voilà, ça me semble un peu logique. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, ils sont pas dans la merde, parce qu'en plus de déboiser à tout va, l'extraction illégale d'ambre dans 3 régions du nord de l'Ukraine pourrait transformer ce territoire en zone de catastrophe environnementale. C'est ce qu'a déclaré lundi le chef de la police nationale ukrainienne, Sergueï Kniasev, à Jitomir, lors d'une réunion sur la lutte contre l'extraction illégale d'ambre. Il a dit qu'il y a des conséquences catastrophiques pour l'environnement. Plus de 6200 hectares de terres forestières et plus de 1000 hectares de terres agricoles ont été endommagés. Il a dit qu'en l'absence d'un mécanisme de protection de l'environnement et de travaux de restauration, la situation pourrait conduire à la nécessité de reconnaître la partie nord de notre pays comme étant une zone de catastrophe environnementale extrême. Là, vous voyez un peu la cata quand même. Selon Knassiev, l'extraction illégale d'ambre qui est pratiquée de manière ouverte implique des résidents locaux qui ont à plusieurs reprises résisté aux tentatives des fonctionnaires du gouvernement de mettre fin à ce trafic. Le chef de la police a également noté que pour la première fois, la question est remontée jusqu'au niveau national, puisque Zelensky était présent lors de cette réunion. Et dans son discours d'ouverture, il a noté que l'extraction incontrôlée de ces pierres semi-précieuses a pris une ampleur alarmante depuis 2014. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi cette situation est devenue aussi catastrophique, le premier facteur, c'est l'appauvrissement considérable de la population ukrainienne depuis le Maïdan de 2014. Résultat, les gens sont prêts à tout pour gratter un peu de pognon. C'est une sacrée réussite du Maïdan, en tout cas. Oui, les gens sont prêts à se mettre hors la loi, à dévaster les forêts et les terres pour extraire illégalement de l'ambre pour gagner quelques dizaines de dollars. On en est là. Quand je vous dis que ce pays se somalise. L'autre facteur, c'est l'explosion de la corruption en Ukraine, qui est corrélée aussi au premier facteur, parce que vu que tout le monde s'est appauvri, les fonctionnaires vont chercher du pognon là où ils peuvent aussi. Donc, résultat des courses, cette corruption endémique qui s'est développée encore plus depuis le Maïdan permet aux gens qui extraient l'ambre de manière illégale de pouvoir continuer leur trafic en échange de quelques bacs chiches à des fonctionnaires corrompus. Et puis, si on rajoute, comme je disais, la déforestation massive du pays pour vendre du bois pour générer un peu de revenus à l'export, je pense que la situation des sols en Ukraine, ça va être sympa. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'était passé et ce qui se passe toujours plus ou moins aujourd'hui en Haïti. C'est un pays qui partage une île avec la République dominicaine. Et à certains endroits, on voit, juste en regardant l'état des forêts, la frontière entre les deux pays. Entre les deux pays, oui, non, mais c'est... Et la différence, c'était que ça venait de la demande, parce qu'il y a eu une révolte contre l'esclavage, contre le colonisateur français, et pour payer leur indépendance, ils ont déboisé, parce qu'ils n'avaient que ça comme richesse. Alors, à la différence de l'Ukraine, pour des questions de corruption et de misère. Mais oui, et puis pour payer aussi, parce qu'ils sont dans la merde financièrement, donc ils vendent tout. Ils vont bientôt vendre les terres, comme on en a parlé, ils vendent le bois. Et bientôt, on va voir la différence entre les deux républiques autonomes et puis l'Ukraine par rapport aux forêts. Oui, donc c'est vraiment très très mauvais, parce que là, après, les sols vont être beaucoup plus soumis à l'érosion. En plus, les zones dans lesquelles ils extraient l'ambre, c'est des zones marécageuses extrêmement fragiles. Donc là, ils vont se taper des inondations, des lessivages de sol, des coulées de boue. Ça va être sympa. Je vous promets, ça va être beau. Ça va être une catastrophe. Et puis l'autre pour lequel ça va être une catastrophe, c'est Poroshenko. Ah oui. Il est revenu pour son interrogatoire du 12 août. J'y croyais pas trop, mais si, il est revenu. Pour une fois, je dis, non, ça risque d'être intéressant. Donc, soit il pense avoir le soutien des États-Unis, où il aide entre autres de la petite firme de Kurt Volker, là,
Il a réglé son petit problème. Mais ça schlingue quand même pour lui, hein, parce que là, le 14 août, est arrivé en Ukraine Sam Kislin, milliardaire américain, ancien conseiller du maire de New York, hein, Rudy Giuliani, qui est arrivé en Ukraine, semble-t-il en lien avec l'enquête contre Poroshenko. Il faut quand même savoir qu'en mars 2019, Kislin avait accusé Porky de génocide, hein, contre le peuple ukrainien et avait prédit qu'il perdrait le pouvoir. En plus, il avait révélé des faits de corruption dans les histoires d'achat de charbon de Philadelphie, alors qu'en fait, c'était du charbon qui venait d'Afrique du Sud et de Russie et qui était facturé à un prix prohibitif. Il était déjà venu en Ukraine le 28 août 2018, mais il n'avait pas pu sortir de l'aéroport de Boryspil, puisque le service des gardes frontières lui avait refusé l'entrée en Ukraine. À la veille de sa visite, il avait été interdit d'entrer en Ukraine pendant 5 ans, soi-disant pour protéger les intérêts économiques du pays. Ah oui, mais c'est surtout pour protéger les intérêts économiques de Porky. C'est ça. Donc là, le 12 août, 2 jours avant, Poroshenko est venu pour son interrogatoire. D'ailleurs, il nous a fait tout un cirque en mode « Oui, je suis prêt à me soumettre au détecteur de mensonges et gna 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 ». Enfin, c'est ridicule. Je dirais, tu peux berner le détecteur de mensonges de manière assez simple. Surtout si tu branches pas l'appareil sur le secteur. Hein. Ouais, donc bon. En tout cas, il n'était pas très à l'aise parce qu'en rentrant dans le bâtiment du SBI à Kiev, il a refusé de répondre aux questions des journalistes ce coup-ci. Là, il a été interrogé concernant la procédure pénale sur l'éventuelle fraude fiscale lors de la vente et de l'achat de la chaîne Priamoy TV dont on avait parlé. Il y a aussi une ouverture de procédure pénale contre Poroshenko en raison de son voyage aux Maldives en janvier 2018, puisqu'il semble qu'il aurait franchi la frontière sous un faux nom. Ah bon, c'est curieux ça. Ça pue, ça. Il y a quelque chose. Hein. On ça s'appelle franchissement illégal de la frontière d'État. Donc là, ça commence à bien s'accumuler quand même. Ça pue quand même pour Poroshenko. Et alors, pendant ce temps-là à Kiev, alors là, ils doivent regarder nos sites rep. C'est pas possible. Je vais vous expliquer, les mecs. C'est pas un concours. Il n'y a rien à gagner. Il y a pas de prix. Non. Si, le ridicule. Le ridicule. Mais vous allez rien gagner d'autre. Non, mais je sais pas, parce que je me dis, ils ont cru que c'était un concours ou quoi, et je sais pas, ils croient peut-être qu'il y a un truc à gagner, tu vois, ou du pognon. Non, vous avez rien gagné du tout, parce que là, ils nous ont fait un double pendant ce temps-là à Kiev. Gratiné. Non, c'est pas, il y en a 2. Non, ils nous ont fait un 2 en 1. D'accord. Vous allez voir, c'est épique. Je vous avais dit la semaine dernière que Pouchiline avait dit clairement que si les autres se calmaient pas, pour l'instant on répondait pas, mais que si ça continuait, il allait clairement donner l'ordre de répondre du tac au tac et en gros de défoncer les positions de tir de l'armée ukrainienne, en gros de tirer pour tuer, c'est-à-dire de buter les soldats ukrainiens qui violent le cessez-le-feu. D'accord ? Alors, ils sont partis complètement en couille et donc on a le site dialogue.ua. On montrera le petit screenshot de dialogue.ua. Alors, je vais vous traduire le titre. Ils ont titré « Après l'ordre de Pouchiline, l'armée russe a violemment attaqué, les batailles font rage et les forces armées ukrainiennes ont des pertes. » Alors, déjà là, ça a fait rire tout le monde, du Donbass jusqu'à la Russie. Il y en a certains qui ont demandé sur Twitter en rigolant depuis quand Chaïgou prenait ses ordres auprès de Pouchiline. Oui, il y a un truc qui va pas là. Ministre russe de la Défense, il y en a qui disent putain, depuis quand il est passé en dessous de Pouchiline, le mec. Depuis quand Pouchiline il donne des ordres à l'armée russe? Déjà là, tout le monde c'est bien bidonné. Hein, les mecs, faut redescendre sur terre 5 minutes. Non, l'armée russe, elle obéit pas à Pouchiline. Elle a qu'un seul commandant suprême, il s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine. D'accord. Et Chaïgou est sous les ordres de Poutine. Chaïgou, il est pas sous les ordres de Pouchiline. Déjà là, là, ça sentait tellement. Là, c'était la fake news délirante. Remarque, c'est comme les médias français. Je sais pas si c'est les médias français qui copient les Ukrainiens ou si c'est les Ukrainiens qui copient les médias français. Mais à la fin, moi, j'arrive plus à distinguer le Gorafi des médias officiels. Oui, c'est vrai que c'est un peu dur. Ouais. Il faut être un expert maintenant. Ça devient de plus en plus difficile. Hein. Franchement, bon, alors, ça fait rire tout le monde, y compris le chef du service de presse de la milice populaire de l'RPD, Daniel Bessonov, que nos auditeurs connaissent déjà. Oui. Bon, il a décidé d'en rigoler un grand coup.
Hein, donc, puisque soi-disant l'armée russe a violemment attaqué et que les batailles font rage et que les forces armées ukrainiennes ont des pertes, il est parti dans le délire jusqu'au bout. Mais ça se voit que c'est une blague, putain. Oui. Je vais vous montrer le petit screenshot du tweet. Hein, c'est pas un fake ce que je vous dis. Il a vraiment tweeté ça. Je vais vous le traduire. Il dit: les positions ukrainiennes sur l'ensemble du front ont été détruites par des missiles Caliber. Fameux missile russe utilisé contre les terroristes en Syrie. Nous sommes passés à l'offensive avec le groupe de blindés de Rostov. Pour le moment, les forces armées russes ont avancé jusqu'à Kryvyi Rog, Kremenchuk et Poltava, où elles ont rencontré peu de résistance. Ce soir, nous serons à Kiev. Oui, alors là, ce soir, nous serons à Kiev. Déjà, ça, c'est forcément une blague. Non, déjà, le coup des missiles Caliber, je veux dire, la Russie aurait tiré des missiles Caliber, je pense qu'on aurait entendu le ministre ukrainien de la Défense gueuler sur tous les plateaux à l'invasion russe. Hein, on est bien d'accord. Puis Washington derrière pour renchérir, hein, c'est sûr. Voilà, on est bien d'accord. Hein, toute personne saine d'esprit comprend que c'est une blague. Ouais. On est bien ok. Bon, bah là maintenant on a la preuve qu'à Kiev ils sont pas sains d'esprit parce qu'ils ont pris ça tout à fait au sérieux. Ah oui. Donc on a eu plusieurs médias, entre autres Donbass UA, dont on vous montrera le petit screenshot et que je vais vous traduire. Le titre est « Progression vers Kryvyi Rog, Kremenchuk et Poltava. Les terroristes de l'RPD ont rapporté qu'ils ont percé les défenses des forces armées ukrainiennes dans le Donbass. » Attends, pas de pire. Alors le c'est un anticorps.ua qui a titré « Les terroristes de la RPD ont déliré sur la saisie de nouvelles villes ukrainiennes. » Ils ont pas déliré, ils ont blagué, bande de débiles. C'est putain, sérieusement, quoi. Les second degrés, vous connaissez pas en Ukraine? C'est une blague, ça se voit. Quand vous êtes cons, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et le chapeau est encore plus croustillant. Je vous le traduis aussi. Un terroriste odieux. Odieux, je sais pas pourquoi odieux, il est gentil comme tout. Le chef du service de presse de la milice populaire, Danil Bessonov, en plus ils ont fait une faute d'orthographe dans son nom, a déclaré que la République a percé les défenses des forces armées ukrainiennes dans le Donbass et sera à Kiev dans la soirée du 11 août, ce qui a fait rire sur les réseaux sociaux. Ouais. Oui, ça a fait rire parce que c'était une blague. et qu'à part vous, tout le monde a compris que c'était une blague. Et que donc c'est logique qu'on rigole à une blague. Bah oui. Sauf en Ukraine, hein, qu'est-ce que tu veux. En Ukraine. Politica, et pas mieux, on montrera le screenshot aussi. Les insurgés ont révélé un plan délirant pour prendre d'assaut Kiev et la réponse est apparue. Nous avons déjà avancé jusqu'à Poltava. Bon, les autres, c'est kiff-kiff. Ils sont repris les uns les autres, hein, comme en France où ils copient tous l'AFP. Bon, les mecs, comment vous dire? Il faut que vous alliez tous consulter un psy de toute urgence. Et parce que non, rien que la mention des missiles Caliber, c'était tellement énorme, ça aurait dû faire gigoter les 2 neurones qui vous restent encore. Ouais. Allô, est-ce qu'il y a encore un cerveau fonctionnel à Kiev? Bah non, ça semblerait pas. Non, ça semblerait pas. Donc forcément que ça fait rire. Et vos articles font encore plus rire, bande de débiles. Je veux dire, tout le monde s'est marré. Hein. Je veux dire, les screenshots, je les ai eus par Vladislav Breg, hein, Bredichevski, qui a relayé ça sur son Telegram. Il était mort de rire. Hein. Je veux dire, on était tous morts de rire, d'ailleurs, soit dit en passant. Vous passez vraiment pour des cons. Oh bah, ce sera pas la première fois. Hein. Je veux dire, faire un article là-dessus, vous voulez concurrencer le Gorafi. Non, mais c'est pas possible. Non, là, vous avez un QI à un chiffre. Gorafi, Nordpress et maintenant les Ukrainiens. Les Ukrainiens. Non, mais là, c'est du délire complet, quoi. Non, mais là si vous voulez la preuve du délire qui se passe en Ukraine, vous l'avez, quoi. Non, enfin, je veux dire, on rigole de manière ouverte en disant, ouais, en gros, si l'armée russe avait attaqué, effectivement, en 48 heures, on était à Kiev. Hein. Ouais. Non, mais sérieusement, enfin, je veux dire... Non, là, c'est vraiment débile. Hein. Là, je vous jure, quand j'ai lu ça... J'ai sauvegardé le truc tout de suite, j'ai dit ça fera le pendant ce temps-là à Kiev, j'avais sauvegardé le premier, tu vois, avec le truc, avec le caliber, etc. Enfin, au début, j'avais sauvé donc le screenshot avec dialogue.ua, avec son délire sur l'armée russe qui obéissait à Pouchiline. Et après, ils m'ont fait le deuxième effet qui se coule. Ah ben, alors, à jamais 203, hein. Attention. Là, non, mais grandiose. Là, vraiment, n'importe quoi. Donc, voilà un peu la situation. Donc, les débiles d'en face, je peux pas les appeler autrement, intensifient les bombardements, intensifient les destructions et les victimes, mais c'est des Mongols. Voilà. Et ils ont des journalistes, ils ont un QI à un chiffre. Ouais. Je comprends pas comment tu peux faire un article comme ça. Non. C'est encore faire injure aux Mongols, hein, parce que les Mongols sont intelligents quand même. Oui. Alors que là... Non, là... Enfin bon.
Écoute. C'est vraiment du délire. Enfin, je crains malheureusement que la semaine prochaine, ça sera pas beaucoup mieux, ce qui est pas très réjouissant, parce que bon, la rentrée scolaire approche et je pense qu'elle va pas bien se passer. Ouais. Je pense qu'elle va pas bien se passer. Concernant Olia, donc ça y est, je l'ai annoncé sur Telegram, Facebook et Contact. On a signé les papiers, on a récupéré les clés d'appartement. Maintenant, on n'a plus qu'à acheter les meubles électroménagers, puisque l'ancienne propriétaire a presque tout récupéré. Elle a presque rien laissé, donc ça, on s'en occupe. Donc ça avance bien. Merci encore à tous les donateurs qui ont participé à ce projet. Sans vous, on n'y serait pas arrivé. Donc un tout grand merci. Et puis on fera bientôt une vidéo. J'ai déjà tourné la vidéo dans l'appartement vide. Et puis là, on est en train de prospecter un petit peu pour trouver les meilleurs magasins pour l'électroménager et les meubles à un prix abordable. Donc je te dis à la semaine prochaine, en espérant quand même que on va pas continuer sur cette lancée en termes d'augmentation des tirs, parce que là, c'est quand même pas top. Ouais, faut pas se leurrer, mais je suis pas très optimiste. Je pense sincèrement que l'entrée en fonction des nouveaux députés, je pense pas changera pas grand chose. Genre là, Zelensky a essayé de virer Klitschko, qui est maire de Kiev, même ça il n'y est pas arrivé. Alors, même virer ce clown, il n'y est pas arrivé. Voilà, je pense que le cirque ukrainien va continuer. Et puis malheureusement, on en fera les frais ici. Et la distribution de passeports, elle tourne à plein régime. On est déjà à plus de 25 000 personnes qui ont reçu le passeport russe. Donc ça avance bien. Ça avance très bien. Donc je te dis à la semaine prochaine. Je suis pas très optimiste pour la suite. Ouais, faut pas se leurrer, je crois. Non. Merci Christelle, merci pour ton site rep. À la semaine prochaine, à samedi prochain pour le 154e site rep. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.